La vallée de la peur de Sir Arthur Conan Doyle. La tragédie de Birlstone. Chapitre 1. L'avertissement. J'incline à penser, commençai-je, et moi donc, coupa brutalement Sherlock Holmes. J'ai beau me compter parmi les mortels les plus indulgents de la terre, le sens ironique de cette interruption me fut désagréable. Réellement, Holmes, déclarai-je sévèrement, vous êtes parfois un peu agaçant. Il était bien trop absorbé par ses propres réflexions pour honorer mon reproche d'une réplique. Il n'avait pas touché à son petit déjeuner. Appuyé d'une main sur la table, il contemplait la feuille de papier qu'il venait de retirer de son enveloppe. Ensuite, il prit l'enveloppe, l'exposa à la lumière et se mit à en étudier très attentivement l'extérieur et la pâte. « C'est l'écriture de Porlock, » dit-il songeur. Je suis à peu près sûr que c'est l'écriture de Porlock, bien que je ne l'ai pas vue plus de 2 fois. Le grec avec l'enjolivure en haut est caractéristique. Mais si Porlock m'envoie un message, celui-ci doit être extrêmement important. Ma contrariété céda devant la curiosité. « Qu'est donc ce Porlock ?» lui demandai-je. « Porlock Watson est un pseudonyme. Un simple symbole d'identification. Derrière ce nom de plume se dissimule un être fuyant et roublard. Dans une lettre précédente, il m'a carrément informé qu'il ne s'appelait pas Porlock, et il m'a mis au défi de le démasquer. Porlock m'intéresse beaucoup, non pour sa personnalité, mais pour le grand homme avec qui il se trouve en contact. Transposez, Watson. C'est le poisson pilote qui mène au requin, le chacal qui précède le lion, un minus associé à un géant. Et ce géant, Watson, n'est pas seulement formidable, mais sinistre. Sinistre au plus haut point. Voilà pourquoi je m'occupe de lui. Vous m'avez entendu parler du professeur Moriarty, le célèbre criminel scientifique qui est aussi connu des chevaliers d'industrie. Vous allez me faire rougir, Watson, murmura Holmes d'un ton désapprobateur. J'allais dire qu'il est inconnu du grand public. Touché, nettement touché, s'écria Watson. Vous développez en ce moment une certaine vaine humeur finaude, Watson, contre laquelle il faut que j'apprenne à me garder. Mais en traitant Moriarty de criminel, vous le diffamez aux yeux de la loi. Et voilà le miraculeux. Le plus grand intrigant de tous les temps, l'organisateur de tout le mal qui se trame et s'accomplit, l'esprit qui contrôle les bas-fonds de la société, un esprit qui aurait pu façonner à son gré la destinée des nations, tel est l'homme, mais il plane si haut au-dessus des soupçons, voire de la critique. Il déploie tant de talent dans ses manigances et il sait si bien s'effacer que, pour les mots que vous avez dits, il pourrait vous traîner devant le tribunal et en sortir avec votre pension en guise de dommages-intérêts. N'est-il pas l'auteur renommé de la dynamique d'un astéroïde, livre qui atteint au crime de la pure mathématique et dont on assure qu'il échappe à toute réfutation, un médecin mal embouché et un professeur calomnié? Voilà comment la justice vous départagerait. C'est un génie, Watson. Mais si des malfaiteurs moins importants m'en laissent le temps, notre heure sonnera bientôt. « Puissais-je être là ?» m'exclamai-je avec ferveur. « Mais vous me parliez de ce Porlock. »« Ah oui. Ce soi-disant Porlock est un maillon dans la chaîne, non loin de la tâche centrale.
Maillon qui, entre nous, n'est pas très solide. Jusqu'à présent, Porlock me paraît être la seule défectuosité de la chaîne. Mais la résistance de la chaîne est fonction de son maillon le plus faible. Exactement, mon cher Watson, d'où l'importance considérable que j'attache à Porlock. Poussé par des aspirations rudimentaires vers le bien, encouragé par le stimulant judicieux d'un billet de 10 livres que je lui envoie de temps en temps par des moyens détournés, il m'a 2 ou 3 fois fourni un renseignement valable dans cette valeur qui permet d'anticiper et d'empêcher le crime au lieu de le venger. Je suis sûr que si nous avions son code, nous découvririons que son message est de cette nature-là. Holmes étala le papier sur son assiette. Je me levai et, passant ma tête par-dessus son épaule, examinai la curieuse inscription que voici. 543 C2 13 127 36 31 4 17 21 41 Douglas 109 203 5 37 Birlstone 26 Birlstone 9 47 171. Qu'en pensez-vous, Holmes? C'est évidemment un moyen pour me faire parvenir un renseignement. Mais à quoi bon un message chiffré si vous n'avez pas le code? Dans ce cas précis, le message ne me sert à rien du tout. Pourquoi dites-vous « dans ce cas précis » ? Parce qu'il y a beaucoup de messages chiffrés que je pourrais lire aussi facilement que je lis dans les annonces personnelles. Ce genre de devinette amuse l'intelligence sans la fatiguer. Mais ici, je me trouve en face de quelque chose de différent. Il s'agit clairement d'une référence à des mots d'une page d'un certain livre. Tant que je ne saurai pas quel est ce livre et quelle est cette page, je ne pourrai rien en tirer. Mais pourquoi Douglas et Birlstone? De toute évidence, parce que ces mots ne se trouvaient pas dans la page en question. Alors, pourquoi n'a-t-il pas précisé le titre du livre? Votre perspicacité naturelle, mon cher Watson, ainsi que cette astuce innée, qui fait les délices de vos amis, vous interdirez sûrement d'inclure le code et le message dans la même enveloppe. Si votre pli se trompait de destinataire, vous seriez perdu. Selon la méthode de Porlock, il faudrait que le message et le code se trompent tous deux de destinataire, ce qui serait une coïncidence surprenante. Le deuxième courrier ne va pas tarder. Je serais bien surpris s'il ne nous apportait pas une lettre d'explication ou plus vraisemblablement le volume auquel se réfèrent ces chiffres. Les prévisions de Holmes se révélèrent exactes. Quelques minutes plus tard, Billy, le chasseur, vint nous présenter la lettre que nous attendions. « La même écriture », observa Holmes en décachetant l'enveloppe. « Et cette fois signée », ajouta-t-il d'une voix triomphante en dépliant la feuille de papier. « Allons, nous avançons, Watson. » Mais quand il lut les lignes qu'elle contenait, son front se plissa. « Mon Dieu, voilà qui est très décevant. Je crains, Watson, que tous nos espoirs ne soient déçus, pourvu que Porlock ne s'en tire pas trop mal. » Il me lut la lettre à haute voix. « Cher monsieur Holmes, je ne me risque pas davantage dans cette affaire, elle est trop dangereuse. Il me soupçonne. Je devine qu'il me soupçonne. Il est venu me voir tout à fait à l'improviste, alors que j'avais déjà écrit cette enveloppe avec l'intention de vous faire parvenir la clé du chiffre. J'ai pu la dissimuler. S'il l'avait vue, ça aurait bardé. Mais j'ai lu dans ses yeux qu'il me soupçonnait. Je vous prie de brûler le message chiffré, qui maintenant ne peut plus vous être d'aucune utilité. Fred Porlock. Holmes s'assit. Pendant quelques instants, il tortilla la lettre entre ses doigts, les sourcils froncés. Il regardait le feu. « Après tout, dit-il enfin, c'est peut-être sa conscience coupable qui l'a affolé.
Se sachant un traître, il s'est imaginé avoir lu l'accusation dans les yeux de l'autre. L'autre étant, je suppose, le professeur Moriarty. Pas moins. Quand un membre de cette bande dit « il », on sait de qui il est question. Il n'y a qu'un seul « il » pour eux tous. Mais que peut-il faire? Bien, c'est une grosse question. Quand on possède l'un des premiers cerveaux de l'Europe et toutes les puissances des ténèbres à sa dévotion, les possibilités sont infinies. En tout cas, l'ami Porlock a une peur bleue. Voulez-vous comparer l'écriture du billet avec celle de l'enveloppe qui a été rédigée, nous dit-il, avant cette visite de mauvais augure? L'adresse a été écrite d'une main ferme. Le billet est presque illisible. Mais pourquoi l'a-t-il écrit? Il n'avait qu'à tout laisser tomber. Il a eu peur que son silence subit ne m'incite à me livrer à une petite enquête et qu'elle ne lui attire des ennuis. Vous avez raison, naturellement. J'avais pris le message chiffré pour l'examiner avec soin. Il est vexant de penser qu'un secret important figure sur ce bout de papier et qu'aucune puissance humaine n'est capable de l'élucider. Sherlock Holmes repoussa le plateau de son petit déjeuner auquel il n'avait toujours pas touché, et il alluma la pipe puante qui accompagnait d'ordinaire ses plus profondes réflexions. « Cela m'étonnerait, » fit-il en s'alossant dans son fauteuil et en levant les yeux au plafond. « Peut-être certains détails ont-ils échappé à votre esprit machiavélique. Considérons le problème sous l'angle de la raison pure. Cet homme se réfère à un livre. Voilà notre point de départ. Oui, plutôt vague. Voyons en tout cas si nous ne pouvons pas le préciser. Depuis que je me concentre, le problème me paraît moins insoluble. Quelles indications possédons-nous relativement à ce livre? Aucune. Allons, Watson, vous êtes trop pessimiste. Le message chiffré commence par 534, n'est-ce pas? Admettons comme hypothèse de base que 534 soit la page d'un livre. Notre livre devient déjà un gros livre, ce qui est autant de gagné. Quelles autres indications possédons-nous quant à la nature de ce gros livre? Le symbole suivant est C2. Que pensez-vous de C2, Watson? Chapitre 2e, sans doute. J'en doute, Watson. Vous conviendrez que la page étant indiquée, le numéro du chapitre n'a aucune importance. De plus, si la page 534 appartient au 2e chapitre, la longueur du premier défierait toute imagination. « Pas chapitre, colonne !» m'écriai-je. « Bravo, Watson, vous faites des étincelles ce matin. Si ce n'est pas colonne, ma déception sera grande. Vous voyez, nous pouvons déjà nous représenter un gros livre, imprimé sur 2 colonnes, qui sont chacune d'une longueur considérable, puisque l'un des mots porte dans notre document le numéro 203. Avons-nous atteint les limites de ce que la raison peut nous offrir? J'en ai peur, oui. Vous êtes injuste envers vous-même. Pressez un peu plus votre cervelle, mon cher Watson. Une nouvelle onde va s'émettre. Si le volume de référence n'était pas d'un usage courant, il me l'aurait adressé. Or, je lis qu'il avait l'intention, avant que ses projets eussent été chamboulés par lui, de m'envoyer la clé du chiffre dans cette enveloppe. Il le dit noir sur blanc. Ce qui semblerait indiquer qu'il s'agit d'un livre que je dois pouvoir me procurer sans difficulté, d'un livre qu'il possède et dont il pense que je possède aussi. Donc, Watson, c'est un livre très courant. Ah, ce que vous avancez est certainement plausible. Notre champ de recherche se limite par conséquent à un gros livre imprimé sur 2 colonnes et d'un usage courant. « La Bible !» m'écriai-je victorieusement. « Bien, Watson, bien, mais pas très bien, si j'ose dire.
La Bible ne me paraît pas devoir être le livre de chevet de l'un des complices de Moriarty. En outre, il y a tant d'éditions de la Bible que mon correspondant ne serait pas sûr que nos deux exemplaires aient la même pagination. Non, il s'agit d'un livre standardisé. Porlock est certain que sa page 534 correspond exactement à ma page 534. Ah oui, ce qui réduit le champ. En effet, là réside notre salut. Notre enquête s'oriente vers les livres standardisés que tout le monde possède chez soi. L'indicateur des chemins de fer. Explication, Watson, qui soulève des difficultés. Le vocabulaire de l'indicateur des chemins de fer est sec et concis. Les mots qui y figurent se prêteraient difficilement à la confection d'un message courant. Nous éliminons l'indicateur. Le dictionnaire est, je crois, récusable pour la même raison. Que nous reste-t-il donc? Un almanach? Excellent, Watson. Je serais bien étonné si vous n'aviez pas tapé dans le mille. Un almanach. Examinons le Whitaker's almanach. Il est d'usage courant. Il a le nombre de pages requis. Il est imprimé sur 2 colonnes, quoique limité dans le vocabulaire du début. Il devient, si je me souviens bien, très éloquent sur la fin. Il s'empara du livre qui était sur son bureau. Voici la page 534, colonne 2. Je vois un grand morceau de littérature sur le commerce et les ressources des Indes anglaises. Inscrivez les mots, Watson. Le numéro 13 est Marat. Ce début ne me dit rien qui vaille. Le numéro 127 est gouvernement. Ce qui au moins est censé, mais n'a rien à voir avec nous et le professeur Moriarty. Maintenant, essayons encore. Que fait le gouvernement Marat? Hélas, le mot suivant est soie de porc. Fini, mon bon Watson, nous avons perdu. Il avait pris le ton de la plaisanterie. Mais une certaine déformation de ses sourcils broussailleux révélait son amertume et son irritation. Découragé, je m'assis auprès du feu. Le silence prolongé qui suivit fut brusquement interrompu par une exclamation de Holmes. Il se précipita vers l'armoire, d'où il exhuma un deuxième gros volume à couverture jaune. « Nous voilà punis, Watson, pour être trop à la page !» s'écria-t-il. « Nous nous tenons en avance sur notre époque. Il faut en payer le prix. Comme nous sommes le 7 janvier, nous avons tout naturellement compulsé le nouvel almanach. Mais il est plus probable que Porlock a pris son message dans celui de l'année dernière. Il nous l'aurait d'ailleurs précisé s'il avait écrit sa lettre d'explication. Voyons ce que nous réserve la page 534. Numéro 13, 1. Ah, voilà qui est plus prometteur. Le numéro 127 est danger. Les yeux de Holmes brillaient de surexcitation. Ses doigts fins et nerveux se crispaient pendant qu'il comptait les mots. « Oh, capital, Watson. Un danger. Écrivez, Watson, écrivez. Un danger imminent menace très vraisemblablement le nommé... » Ici, nous avons Douglas, riche provincial demeurant à Birlstone House. Birlstone. Certitude, danger pressant. Là, Watson, que pensez-vous de la raison pure? Si l'épicier vendait quelque chose qui ressemblât à une couronne de laurier, j'enverrai Billy me l'acheter. Je relus l'étrange message que j'avais griffonné sur une feuille de papier pendant que Holmes le déchiffrait. Oh, quelle façon compliquée de s'exprimer, soupirai-je. Au contraire, dit Holmes, Porlock a opéré d'une manière remarquable. Si vous cherchez sur une seule colonne les mots destinés à exprimer votre pensée, il vous sera bien difficile de les trouver à peu près tous. Vous serez obligé de laisser la bride à l'initiative de votre correspondant.
Ici, au contraire, la teneur est parfaitement claire. Une diablerie se trame contre un certain Douglas, qui est sans doute un riche propriétaire de province. Porlock est sûr, il a mis certitude, parce qu'il n'a pas trouvé sûr dans sa colonne, que le danger est pressant. Voilà notre résultat. Et nous nous sommes livrés à un véritable petit chef-d'œuvre d'analyse. Holmes arborait la joie impersonnelle du véritable artiste devant sa meilleure réussite. Il l'éprouvait toujours, même quand il se lamentait sur la médiocrité du travail qui lui était imposé. Il avait encore le sourire aux lèvres quand Billy ouvrit la porte pour introduire l'inspecteur MacDonald de Scotland Yard. Cela se passait dans les années 90. À cette époque, Alec MacDonald n'avait pas acquis la réputation nationale dont il peut se glorifier aujourd'hui. Il n'était qu'un jeune détective officiel plein d'allant qui s'était déjà distingué dans plusieurs affaires. Sa grande charpente osseuse en disait long sur sa force physique exceptionnelle. Son crâne développé, ses yeux brillants et profondément enfoncés dans leurs orbites, attestaient aussi l'intelligence aiguë qui pétillait derrière ses sourcils touffus. C'était un garçon taciturne, précis, d'un naturel austère. À 2 reprises, Holmes l'avait aidé à réussir en acceptant comme récompense que le plaisir intellectuel d'avoir résolu un petit problème, ce qui expliquait le respect et l'affection que vouait l'Écossais à son collègue amateur. Il consultait Holmes chaque fois qu'il se trouvait en difficulté. La médiocrité n'admet rien de supérieur à elle-même, mais le talent reconnaît instantanément le génie. MacDonald disposait d'un talent professionnel suffisant pour n'éprouver aucune humiliation à quêter l'assistance d'un détective dont les dons et l'expérience étaient incomparables. Holmes n'avait pas l'amitié facile, mais le grand Écossais lui plaisait. « Vous êtes un oiseau matinal, monsieur Mac, » lui dit-il. « Je vous souhaite bonne chance pour vos vermisseaux, mais je crains que votre visite, à pareille heure, n'indique un mauvais coup quelque part. » « Si vous aviez dit « j'espère » au lieu de « je crains », vous auriez sans doute été plus proche de la vérité, n'est-ce pas, monsieur Holmes ?» répondit l'inspecteur avec le sourire d'un psychologue. « Non, je ne tiens pas à fumer, merci. Il faut que je me remette bientôt en route, car les premières heures d'une affaire sont, vous le savez bien, les plus profitables. Mais... L'inspecteur s'arrêta tout à coup. Il avait vu le papier sur lequel j'avais transcrit le message énigmatique. Il le contemplait stupéfait. « Douglas, balbutia-t-il. Birlstone. Que veut dire cela, monsieur Holmes ? C'est de la pure sorcellerie. Au nom de tous les miracles, d'où tenez-vous ces noms ? C'est un message en code que le docteur Watson et moi avons eu l'occasion de déchiffrer. Mais qu'est-ce qui vous trouble à propos de ces noms ? » L'inspecteur nous dévisagea successivement avec ahurissement. « Simplement ceci, monsieur Holmes, » répondit-il. « Un monsieur Douglas de Birlstone Manor House a été affreusement assassiné ce matin. » Chapitre 2. Monsieur Sherlock Holmes discourt. C'était pour ce genre d'instant dramatique que mon ami existait. Il serait excessif de dire qu'une information aussi extraordinaire le bouleversa ou même l'émut. Absolument dépourvu de cruauté, il serait néanmoins endurci à force de vivre dans le sensationnel. Même si ses émotions étaient émoussées, son intelligence n'en avait pas moins conservé son agilité exceptionnelle. Sur son visage, je ne lus rien de l'horreur qui me secouait. J'y découvris plutôt l'expression calme et intéressée du chimiste qui voit, d'une solution saturée à l'excès, les cristaux tomber en place. « Remarquable, fit-il, remarquable. »« Vous ne paraissez pas surpris ?
Intéressé, oui, monsieur Mac. Surpris, non, pas beaucoup. Pourquoi serais-je surpris? Je reçois une communication anonyme provenant d'un quartier que je connais et m'avertissant qu'un danger menace une certaine personne. Dans l'heure qui suit, j'apprends que ce danger s'est matérialisé et que la personne est morte. Je suis donc intéressé, comme vous le voyez, mais je ne suis pas surpris. En quelques mots, il expliqua à l'inspecteur les faits concernant la lettre et le code. MacDonald s'assit, cala son menton sur ses mains et ses yeux ne furent plus que 2 fentes jaunes. « Je me préparais à descendre ce matin à Birlstone, dit-il. J'étais passé ici pour vous demander si vous aimeriez m'accompagner, mais après ce que vous m'avez dit, je me demande si nous ne ferions pas un meilleur travail dans Londres même. » « Non, je ne le pense pas, fit Holmes. « Voyons, monsieur Holmes, s'écria l'inspecteur. Demain ou après-demain, les journaux seront pleins du mystère de Birlstone. Mais où est le mystère puisque dans Londres, il se trouve quelqu'un qui a prédit le crime avant qu'il soit commis? Mettons la main au collet de ce prophète et le reste suivra. » « Oui, sans doute, monsieur Mac, mais comment envisagez-vous de mettre la main au collet du soi-disant Porlock ?» MacDonald retourna la lettre que Holmes lui avait remise. « Postée à Camberwell, ce qui ne nous avance pas beaucoup. Le nom, m'avez-vous déclaré, est usurpé. Évidemment, votre base de départ est mince. Ne m'avez-vous pas dit que vous lui avez envoyé de l'argent? » « 2 fois. » « Par quel moyen? » « Des billets de banque déposés au bureau de poste de Camberwell. » « Ne vous êtes-vous jamais soucié de voir la tête de celui qui venait les toucher? » ?»« Non. » L'inspecteur parut vaguement étonné et choqué. « Et pourquoi non? » « Parce que je tiens toujours parole. Lorsqu'il m'écrivit la première fois, j'avais promis que je n'essaierais pas de le pister. » « Vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière lui? » ?»« Je ne le pense pas, je le sais. »« Ce professeur dont vous m'avez parlé? » ?»« Exactement. » L'inspecteur MacDonald sourit et me lança un clin d'œil. « Je ne vous cacherai pas, monsieur Holmes, qu'au Yard, nous estimons que vous exagérez un tant soit peu à propos de ce professeur. J'ai procédé moi-même à quelques enquêtes sur son compte et tout indique qu'il s'agit d'un homme très respectable, savant et plein de talent. Je suis heureux que vous ayez mentionné ses talents. Mon cher, on ne peut que s'incliner. Après vous avoir entendu exprimer votre point de vue, je me suis arrangé pour le voir. J'ai eu avec lui un petit entretien sur les éclipses du diable, si je me rappelle comment la conversation en arriva là. Mais avec une lanterne et un globe, il m'a tout expliqué en 1 minute. Il m'a prêté un livre dont j'avoue volontiers qu'il était trop calé pour moi, bien que j'aie reçu une bonne instruction à Aberdeen. Il aurait fait un grand ministre avec son visage glabre, ses cheveux gris et son langage un peu solennel. Quand il m'a pris par l'épaule au moment où nous nous sommes séparés, on aurait dit un père bénissant son fils, partant pour le monde froid et cruel. Holmes émit un petit rire et se frotta les mains. « Merveilleux, fit-il. Dites-moi, ami MacDonald, cet entretien agréable et touchant avait lieu, je suppose, dans le bureau du professeur. En effet, une belle pièce, n'est-ce pas? Ah, très belle, oui, très jolie, ma foi, monsieur Holmes. Vous étiez assis en face de sa table? Oui. Le soleil dans vos yeux et son visage à lui dans l'ombre. C'était le soir, mais je me rappelle que la lampe était tournée de mon côté. Naturellement. Avez-vous observé un tableau au-dessus de la tête du professeur? Je ne néglige pas grand-chose, monsieur Holmes. Je tiens peut-être cette habitude de vos leçons. Oui, j'ai vu le tableau. Une jeune femme avec la tête sur les mains qui vous regarde de biais. Le tableau est un Greuze.
L'inspecteur s'efforça de sembler intéressé. Jean-Baptiste Greuze, reprit Holmes en joignant les extrémités de ses doigts et en s'adossant sur sa chaise, est un peintre français dont la carrière se situe entre 1750 et 1800. La critique moderne a dans son ensemble ratifié le jugement flatteur formé sur lui par ses contemporains. Les yeux de l'inspecteur se relâchèrent. « Ne ferions-nous pas mieux ?» commença-t-il. « Tout ce que je vous dis, » interrompit Holmes, « a un rapport vital et direct avec ce que vous avez appelé le mystère de Birlstone. En fait, nous sommes au centre du mystère. » MacDonald ébaucha un sourire sans chaleur et me lança un regard de détresse. « Vous pensez un tout petit peu trop vite pour moi, monsieur Holmes. Vous sautez un ou deux pas et je ne peux combler mon handicap. Comment diable y a-t-il une relation entre ce peintre du siècle précédent et l'affaire de Birlstone ? » « Un détective doit tout connaître, » observa Holmes. Le fait banal qu'en 1865, un tableau de Greuze intitulé « La jeune fille à l'agneau » n'est pas allé chercher moins de 4000 livres à la vente Portalis peut faire démarrer tout un train de réflexion dans votre matière grise. Fût-ce le démarrage ? L'inspecteur se gratta la tête. Puis-je vous rappeler, poursuivit Holmes, que le traitement du professeur Moriarty est facilement vérifiable puisqu'il figure sur les barèmes. Il est de 700 livres par an. Alors, comment a-t-il pu l'acheter ? Voilà. Comment a-t-il pu ? Et c'est passionnant, fit l'inspecteur dont le train roulait à présent à vive allure. J'adore vous entendre bavarder, monsieur Holmes, c'est merveilleux. Holmes sourit. Il aimait bien l'admiration naïve. Que s'est-il passé à Birlstone, s'enquit-il ? Nous avons le temps, dit l'inspecteur en regardant sa montre. Un fiacre m'attend à la porte et il faut 20 minutes pour arriver à Victoria. Mais au sujet de ce tableau, je croyais que vous m'aviez affirmé, monsieur Holmes, n'avoir jamais rencontré le professeur Moriarty. Non, je ne l'ai jamais rencontré. Alors, comment connaissez-vous son appartement ? Oh, c'est une autre affaire. Je suis allé 3 fois chez lui. 2 fois, je l'ai attendu sous des prétextes divers et je suis parti avant son retour. Une fois... Allons, j'ai quelques scrupules à me confesser à un détective officiel. Bref, cette fois-là, j'ai pris la liberté de parcourir ses papiers avec un résultat tout à fait imprévu. Vous avez trouvé quelque chose de compromettant ? Absolument rien. Voilà ce qui m'a déconcerté. Mais vous voyez l'importance du détail du tableau. Il implique que le professeur est très riche. Comment a-t-il acquis sa fortune ? Il n'est pas marié. Son frère cadet est chef de gare dans l'Ouest. Sa chaire lui rapporte 700 livres par an et il possède un Greuze. Alors, la déduction me paraît simple. Vous inférez qu'il a de gros revenus et qu'il se les procure d'une manière illégale ? Exactement. Cette opinion, bien sûr, ne se base pas sur le Greuze. Je dispose de douzaines de fils ténus qui me conduisent tous plus ou moins vers le centre de la toile où se tapit cette bête venimeuse et immobile. J'ai mentionné le Greuze uniquement parce qu'il situait l'affaire dans les limites de votre champ visuel. Eh bien, monsieur Holmes, je conviens que ce que vous dites est intéressant. C'est plus qu'intéressant, tout simplement captivant. Mais si vous le pouvez, creusons donc encore un peu. Est-ce par des escroqueries, de la fausse monnaie, des cambriolages qu'il se fait de l'argent ? Avez-vous jamais lu quelque chose sur Jonathan Wild ? Ce nom me dit quelque chose.
Ne serait-ce pas un personnage de roman? Je ne fais pas collection de romans policiers, vous savez. Les détectives accomplissent toujours des merveilles, mais ils ne vous expliquent jamais comment ils réussissent. Jonathan Wild n'était pas un détective, ni un héros de roman. C'était un maître criminel. Il vivait au siècle dernier, vers 1750. Alors il ne me servirait à rien. Je suis un homme pratique. Monsieur Mac, la chose la plus pratique que vous pourriez faire dans votre vie serait de vous enfermer pendant 3 mois et de lire 12 heures par jour les annales du crime. Tout se répète, même le professeur Moriarty. Jonathan Wild était la force secrète des criminels de Londres, à qui il avait vendu son cerveau et ses dons d'organisateur moyennant une commission de 15%. La vieille roue tourne, le même rayon reparaît. Tout a déjà été fait, tout sera encore fait. Je vous raconterai 2 ou 3 choses sur Moriarty qui vous amuseront peut-être. Je suis tout oreille. Se trouve que je sais qu'il est le premier maillon dans sa chaîne, une chaîne avec ce Napoléon du mal à une extrémité, à l'autre une centaine de boxeurs ruinés, de pickpockets, de maîtres chanteurs, de tricheurs. Entre les 2 extrémités, toutes les variétés du crime. Son chef d'état-major est le colonel Sébastien Morand, aussi haut placé socialement, aussi bien gardé et aussi intouchable aux yeux de la loi. Combien le paie-t-il, à votre avis? J'aimerais le savoir. 6 000 livres par an. C'est ce qui s'appelle payer le cerveau, selon un principe cher aux Américains. J'ai appris par hasard ce détail. Le colonel Morand gagne plus que le Premier ministre. Voilà qui vous donne une idée des gains de Moriarty et de l'échelle sur laquelle il travaille. Un autre point. Je me suis occupé de pister récemment quelques chèques de Moriarty. Uniquement des chèques innocents, ceux avec lesquels il paie son train de maison. Ils étaient tirés sur 6 banques différentes. Ce détail ne vous impressionne-t-il point? Il est curieux sans doute, mais qu'en déduisez-vous? Qu'il ne désire pas qu'on bavarde sur sa fortune. Nul ne doit savoir ce qu'il possède. Je suis à peu près certain qu'il a une 20aine de comptes en banque et que le gros de sa fortune est à l'étranger, soit au Crédit Lyonnais, soit à la Deutsche Bank. Si vous avez quelques mois à perdre, je vous recommande l'étude du professeur Moriarty. L'inspecteur MacDonald sombra dans une méditation d'où le tira bientôt son intelligence écossaise pratique. « Pour l'instant, il peut continuer, fit-il. Vous nous avez entraînés diablement loin avec vos anecdotes, monsieur Holmes. Ce que je retiens surtout, c'est votre conviction qu'il existe un rapport entre le professeur et le crime, et le fait que vous avez reçu un avertissement de ce Porlock. Ne pourrions-nous aller pratiquement plus loin? Nous pouvons nous former une idée quant au mobile du crime. Vous nous avez dit que ce crime était inexplicable, ou du moins inexpliqué jusqu'à présent. Si nous supposons qu'il a pour origine celle que nous soupçonnons, 2 mobiles différents sont à envisager. Tout d'abord, sachez que Moriarty régente son monde avec une verge de fer. Il impose une discipline terrible. Son code pénal ne comporte qu'un châtiment, la mort. Nous pouvons donc supposer que la victime, Douglas, ce Douglas dont le destin immanent était connu de l'un des subordonnés de l'archicriminel, avait trahi le chef. Son châtiment a suivi et la publicité faite autour de sa mort insufflera une peur salutaire à toute la bande. C'est une suggestion, monsieur Holmes. L'autre est que le crime a été monté par Moriarty à titre d'affaire courante. Y a-t-il eu vol? Je ne l'ai pas entendu dire. S'il y avait eu vol, cela irait à l'encontre de ma première hypothèse et serait en faveur de la seconde. Moriarty peut avoir été poussé à ce crime par une promesse de partage de butin,
ou il peut avoir été payé pour l'organiser. Les deux éventualités sont possibles. Mais en tout cas, et même en admettant qu'il y ait une troisième explication, c'est à Birlstone que nous devons chercher la solution. Je connais trop bien notre homme pour penser qu'il ait laissé ici quelque chose pouvant nous conduire sur sa trace. « Allons donc à Birlstone !» s'écria MacDonald en sautant de sa chaise. « Ma parole, il est plus tard que je ne le croyais. Je puis vous accorder, messieurs, 5 minutes pour vos préparatifs, mais pas une seconde de plus. » « C'est amplement suffisant pour nous. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.